les politiciens sympas disaient il faut rester dedans. Madame Williams, Monsieur Thorpe, Ted Heath, Madame Thatcher, Monsieur Wilson. Les politiciens qui voulaient quitter étaient assez bizarres. Monsieur Powell, Monsieur Tony Benn. C'est qui l'équivalent de Tony Benn? Chevènement, voilà. L'équivalent ici. Il y avait un type sympa, Peter Shaw, très bon économiste, un autre appelé Douglas Jerry, qui étaient des hommes très intelligents, mais on ne pourrait pas les décrire comme étant convivial, user-friendly. Donc, l'argument sur la souveraineté, les arguments très complexes sur les échanges, sur le commerce et le financement sont passés à l'as. Mais lorsque le public soit sec pour rester dedans, tout le monde a dit bon, c'est chose faite, c'est réglé. Et ensuite, les choses ont changé avec le traité de Maastricht. D'abord, il y avait la proposition de créer l'eurozone, et ensuite le vote sur la majorité qualifiée, les arguments entourant cela, et l'impact du vote à la majorité qualifiée sur le marché unique signifiait qu'il y avait un gros argument sur le traité de Maastricht, et les gens disaient c'est pas le traité de Maastricht qui est le problème, c'est toute la structure du traité de Rome et les institutions elles-mêmes. Et ça a déclenché un gros débat, mais c'était un débat au sein des Tories et un débat parmi une élite politique. Et les travaillistes qui avaient perdu 3 élections ont embrassé de l'or avec le programme d'action sociale, la charte sociale européenne. Ils ont dit ça nous plaît, on y souscrit. Il faut également ajouter qu'ils ont rebondi sur le fait qu'à ce moment-là, Madame Thatcher éprouvait quelques réserves. Et tout ce qui pouvait gêner Madame Thatcher faisait plaisir aux travaillistes, notamment le responsable, Neil Kinnock. Et donc, les travaillistes se sont mobilisés en disant qu'il fallait que la Grande-Bretagne rejoigne le système monétaire européen. Bon, je ne vais pas répéter tous les arguments, mais ça a impliqué un argument très intense au sein du gouvernement britannique sur la politique monétaire et la politique à l'égard de l'Europe. Ça a divisé le gouvernement et a joué un rôle majeur à la disparition de Thatcher. Le Royaume-Uni a rejoint le système monétaire qui s'est ensuite disloqué, la sterling a dû quitter et ça a détruit la réputation économique des Tories pendant une génération. Et les disputes sur Maastricht coïncidaient avec le système monétaire européen. On commence à avoir un débat où les gens disaient à l'avenir, toutes les questions européennes doivent être décidées via un référendum. Il y avait James Goldsmith qui disait qu'il fallait qu'il y ait un référendum sur l'euro et si on devait rester dans l'Europe. Il a fondé un parti politique, le parti référendum avec des candidats et 10% du vote des Tories a quitté les Tories. Certains ont voté les travaillistes pour les libéraux, certains pour le parti du référendum et certains ont voté pour un parti appelé le UKIP. Maintenant, la crise économique, la crise dans l'eurozone a totalement chamboulé l'attitude des Tories à l'égard de l'Europe et de plus en plus, ils souhaitaient tenir un référendum dedans ou dehors. Le grand public, alors toutes les choses dont on parle maintenant, le public ne s'intéresse pas à la PAC, contribution nette au budget, marché unique. Je vous promets que le public s'en fout. Mais ce qui est important pour eux sont des gens qui vont en Europe et qui en profitent. Ici, c'est une longue note que j'ai rédigée en préparation à cette soirée, mais ce qui a transformé l'opinion publique, ça a été la migration. Lorsque les pays, la Pologne, enfin bon, Croix-Mini n'a pas pu dire vous pouvez venir en 2010, n'ayez crainte, si vous voulez venir, vous pouvez venir comme n'importe qui, et ils ont prédit qu'un faible nombre de gens viendraient, mais des centaines de milliers sont venus, et ça intéresse et ça irrite au plus haut point le grand public. Et ça a mis l'Europe sur l'agenda public comme on n'aurait jamais pu s'y attendre. David Cameron a fonctionné sur la base qu'à condition qu'il pouvait
fermé son aile droite, l'opinion publique était ennuyée par le Maroc, il pouvait faire ce qu'il voulait. La migration a changé, l'UKIP a changé la donne parce qu'ils ont obtenu 13% des voix à la dernière élection, ils ont remporté les dernières élections européennes. Le UKIP, c'était impossible pour le Premier ministre d'éviter de tenir un référendum. Alors, quel que soit d'ailleurs le résultat, si la Grande-Bretagne reste dans l'Union européenne, je dirais que déjà le mal est fait, puisque pour la première fois dans l'histoire, un pays va organiser un référendum dont on sait qu'il sera suivi. Il y a eu d'autres référendums qui, vous le savez, n'ont jamais été suivis des faits. Ça s'appelle le recul de la démocratie. En Grande-Bretagne, il y a une démocratie et par conséquent, ce référendum va peser. Je veux dire par là que si la Grande-Bretagne reste, eh bien, le référendum va quand même donner des idées à un certain nombre d'acteurs politiques dans un certain nombre de pays d'Europe. Maintenant, dans le cas où la Grande-Bretagne quitte le continent, quitte l'Union européenne, je dirais que il y a deux choses à analyser, l'avenir de la Grande-Bretagne et puis l'avenir du reste de l'Union européenne. L'avenir de la Grande-Bretagne, eh bien, n'est pas véritablement négatif. Il y a eu toute une série d'études qui annoncent que le PIB va reculer, et dans des proportions gigantesques. Comme si ces phénomènes-là étaient quantifiables, comme si ces phénomènes-là pouvaient être mesurés à partir de modèles économiques. La réponse est évidemment non. En termes économiques, qu'est-ce qui pourrait se passer? Écoutez, oui, on le voit déjà, il y aura des ventes massives d'actifs britanniques, donc libellés en monnaie britannique. Donc effectivement, un recul de la livre sterling, certainement important. Vraisemblablement, la Banque centrale britannique devra réagir. Les comptes extérieurs britanniques sont effectivement, les comptes courants sont négatifs. Et les choses vont s'aggraver si effectivement il y a tentative de la Banque centrale de lutter contre la chute de la livre par la hausse des taux. Alors maintenant, on pourrait dire, mais peut-être que les États européens vont être un peu méchants avec les Britanniques quand même. C'est pas gentil ce qu'ils nous font. Si il y a sorti 2 années de négociations pour remettre tout en l'état. Alors ça va être quoi cette négociation? Est-ce que ça va être très 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 dur? Est-ce que la France a intérêt à être très 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 dur avec la Grande-Bretagne alors que les relations économiques de la France et de la Grande-Bretagne sont très positives pour la France? 8 milliards d'excédents entre les exportations et les importations françaises. Il y a un excédent de la France sur la Grande-Bretagne qui est supérieur à 8 milliards. Il n'y a pas beaucoup de pays dans le monde où la France peut connaître de tels résultats positifs. Par conséquent, le gouvernement français ne va pas chercher à ennuyer le gouvernement britannique durant les négociations. Alors maintenant, il y a un avantage politique tout à fait considérable et vous avez beaucoup insisté là-dessus, c'est qu'effectivement, désormais, quand on va voter en Grande-Bretagne, eh bien, le résultat du vote ne sera plus dicté par le corps de méta-règles européennes, qui fait que la démocratie était une démocratie. Comme disait M. Brejnev, à l'époque de l'URSS, il parlait de la souveraineté limitée. Eh bien, la souveraineté limitée de la Grande-Bretagne, ce sera terminé. Et je dirais qu'il faut vous remercier si vous arrivez à cela, car pour les autres peuples européens,
cela va nous donner également de bonnes idées. Je pense notamment à la France, qui a toujours été gênée dans le trio Allemagne, Grande-Bretagne, France, l'Allemagne jouant le libéralisme britannique contre la France. Désormais, l'Allemagne va se retrouver seule avec la France, et si la France a un gouvernement un peu sérieux, l'Allemagne devra plier. Chacun sait ici, on ne va pas développer, ça pourrait être un peu trop long, mais vous savez très bien que la monnaie unique suppose des transferts entre les pays excédentaires et les pays déficitaires. Quand il y a une monnaie unique dans une nation, quand il y avait le franc dans la nation française, il y avait des régions déficitaires et des régions plus riches excédentaires, et il n'y avait pas de difficulté au niveau du pouvoir politique pour redistribuer la manne publique vers les régions déficitaires. Vous voyez bien que la redistribution de la richesse est possible au niveau de l'État-nation, qui a une monnaie unique naturellement. La redistribution de la richesse au niveau d'espaces qui ne sont pas des espaces appartenant à la même nation, je pense l'Allemagne et la Grèce, il n'y a aucune raison, et je soutiens les Allemands, il n'y a aucune raison que les Allemands payent pour la Grèce. À l'échelle d'une nation, c'est tout à fait imaginable. À l'échelle de l'Europe, ça n'est pas imaginable. Et pour autant, il faut, pour maintenir la zone, il faut absolument qu'il y ait une redistribution entre les zones excédentaires et les zones complètement déficitaires. Donc effectivement, nous sommes dans une situation de démondialisation. Il est donc normal qu'il y ait un phénomène de dé-européanisation. Ça ne veut pas dire la guerre. Nous avons à réfléchir à un monde de nations souveraines qui négocient entre elles et qui ne reproduisent pas la trajectoire 1848-1914. Je vous remercie. La question, le Brexit, une chance pour l'Europe? Et la réponse, oui, c'est une chance pour l'Europe, une chance pour le Royaume-Uni, une chance de sortir enfin de Bruxelles et de reconstruire l'Europe qui est aujourd'hui épuisée par ses échecs et qui est rejetée par les opinions publiques. Je vais vous soumettre 3 idées. La première, je vais revenir aux origines philosophiques de l'Europe, parce que c'est là qu'on a commencé l'erreur. Donc les erreurs philosophiques, les mythes, les prophéties, les erreurs et les mensonges. Il faut quand même rappeler tout ça. Ensuite, je vous dirai qu'il existe un scénario parfaitement réaliste, juridique et économique pour la sortie du Royaume-Uni de cette tunique de Nessus. À l'époque, d'ailleurs, nous sommes entre les deux guerres, il n'est pas question d'une construction européenne intégrant le Royaume-Uni. Churchill lui-même trouve ça très bien, l'Europe, mais pas pour le Royaume-Uni. Et pourtant, le Royaume-Uni est finalement tombé dans la marmite en 1973 avec un référendum très majoritaire. Progressivement, l'Union européenne, d'abord c'était la Communauté économique européenne, s'est transformée. Mais c'était déjà dans l'œuf. Le ferment de ce que c'est devenu, cette énorme usine à gaz si compliquée qui est sur le point d'exploser, était déjà comprise dans les thèses de Coudenhove-Kalergi, Jean Monnet, Schuman et quelques autres. L'idée, c'est donc de détruire les nations, de faire un homme nouveau européen, et entre cet homme nouveau et l'aréopage européen, on avait même dessiné le drapeau, ça, il y a les régions. Donc on trouve dans les traités européens le comité des régions, et si vous avez l'occasion de consulter la carte européenne par le comité des régions, il n'y a plus d'État.
Il y a un État fédéral et puis des régions. Le sud de la France est rattaché à l'Italie, par exemple. Puis les politiciens sont arrivés et ils nous ont raconté des choses extraordinaires que je veux absolument vous rappeler. Parce que qui a menti, ment et mentira. Or, il faut relire ce que disaient les politiciens à l'occasion du traité de Maastricht. Chevènement en a fait un recueil, un florilège, le bêtisier de Maastricht. Il faut quand même savoir ce qui s'est dit. Alors nous avons d'un côté les élitistes. Ils existent encore, les élitistes. Puisque un de mes collègues, Dominique Rousseau, se répand dans toutes les colonnes du Monde et de Libé et ailleurs pour dire que le référendum, c'est pas bien. Il ne faut pas faire voter les peuples parce qu'ils sont trop... Vous m'avez compris. En 1992, nous avons la déclaration des élitistes, Madame Elisabeth Badinter, milliardaire, femme de milliardaire, qui nous dit « Le traité de Maastricht fait la quasi-unanimité de l'ensemble de la classe politique. Les hommes politiques que nous avons élus sont tout de même mieux avertis que le commun des mortels. » Et elle a publié ça dans Vue de gauche en septembre 1992. Qui a menti, ment et mentira. Nous avons entendu les mêmes mensonges à l'occasion de l'euro, qui devait nous ramener une prospérité extraordinaire. Vous avez tous mesuré dans vos vies personnelles à quel point l'euro a été un désastre au quotidien. Alors il y a ces menteurs, je ne veux pas vous citer Martine Aubry quand même, restons sérieux. Et puis il y a les apocalyptiques. Donc les élitistes, les démagogues, menteurs et les apocalyptiques. Si on ne rentre pas dans Maastricht, terrible. Si on ne rentre pas dans l'euro, terrible. Si on sort du Brexit, si c'est le Brexit, terrible. Alors je vais vous rappeler quand même ce que disait Simone Veil. Si le non l'emporte, le non à Maastricht, on ne reparlera plus de l'Europe, mais des batailles qui se sont déroulées au cours des siècles passés. Mais attendez, j'ai trouvé un historien, M. Slama, dans le Figaro du 18 septembre 1992. En votant non à Maastricht, nous donnerions un magnifique cadeau à Hitler et à Bismarck. Donc on a... Ah si, BHL. Un petit peu de BHL. Allez. Oh, c'est long. Alors, lui, il imagine que c'est De Villiers qui devient président de la France. Alors, le nom français à Maastricht, alors il fait de la politique fiction, fut interprété comme un encouragement au nationalisme. Il relança la guerre dans les Balkans. Il y eut un soulèvement en Transylvanie, une nouvelle guerre de 30 ans entre la Grèce et la Macédoine, des affrontements entre Ossètes du Nord et du Sud, puis entre Russes et Biélorusses. Il oublie la grippe espagnole, mais à part ça, le portrait est vraiment apocalyptique. Alors voilà. Deuxième idée de mon propos, le scénario juridique et économique du Brexit. Vous savez qu'il y a deux traités européens, en fait. Il y a un traité très politique qu'on appelle le traité de l'Union européenne, et puis il y a un traité plus technique, le traité du fonctionnement de l'Union européenne. Or, l'hypothèse de la sortie d'un pays de l'Union européenne est expressément prévue. Il y a beaucoup de gens qui ont dit « mais c'est pas possible ». D'abord, c'est impossible. On ne peut pas, c'est pas possible. On ne peut pas revenir en arrière. Hein. Quand vous êtes au bord du précipice, vous savez ce que disait Prudhomme. Il disait « Nous sommes arrivés au bord du gouffre, mais heureusement, nous avons fait un grand pas en avant. Hein. » Bon, c'était de l'humour du 19e siècle. Mais là, c'est un peu pareil. On ne peut jamais revenir en arrière, nous dit-on. Eh bien, si vous voulez tomber dans le précipice, continuez à avancer. Donc, c'est pas vrai. L'article 50 du traité sur l'Union européenne permet expressément à un pays de la quitter. Si le Royaume-Uni quitte, on l'a dit tout à l'heure, quitte l'Union européenne, le Royaume-Uni reste membre de l'AELE et de l'espace économique européen. Ce sont des traités qui ont été... L'AELE, c'est le traité d'ailleurs qui a été inventé par le Royaume-Uni en 1960, c'est le traité de Stockholm. Et l'espace économique européen, c'est pour faire le lien entre les pays de l'AELE et le pays de l'UE. Donc ils ne sont pas
tout nus, les Anglais. Ils se trouvent dans un cadre juridique et économique qui est prêt à fonctionner. Il suffit de lui donner un peu de grain à moudre. Et puis alors, quand même, on ne l'a pas dit, mais le Royaume-Uni fera une sacrée économie. C'est environ 7 milliards d'euros par an qu'ils vont pouvoir économiser. On peut en faire des choses avec 7 milliards d'euros. Troisième idée de mon propos, et la dernière, quelle architecture? Comment on va repenser le système? D'abord, il faudra se demander quel est l'homme européen. Cosmopolite, qui a une grand-mère grecque, une maman japonaise, un grand-père néerlandais qui écrit en tchèque. Bon, ça, à part Kounonov-Kalergi, il n'y a pas beaucoup de gens comme ça. Donc l'homme européen doit être le point de départ de la réflexion de la nouvelle Europe. Et l'homme européen, il vit dans une nation. Il a un sentiment national. Il a une sensibilité nationale. Et il ne veut pas qu'on la lui bouscule. Parce que quand on perturbe la sensibilité de l'être humain, on le déstabilise, on le fait souffrir. On peut le rendre fou. Le Parlement européen, on le supprime. On le remplace par une instance où les élus de chaque Parlement peuvent se rencontrer pour discuter entre eux. On n'a pas besoin d'avoir X niveaux de députation. Ce sont les parlements souverains qui envoient des délégations pour conférer ensemble. Ce sont les Européens qui, discipline par discipline, matière par matière, défense, recherche universitaire, environnement, agriculture, vont se réunir pour voir qu'est-ce qu'on fait ensemble. Regardez les grands succès de l'Europe. Ariane, Airbus. Ce n'est pas la Commission européenne. Ce sont les pays qui se sont associés pour les faire. Voilà, donc je plaide, vous le voyez, pour une Europe complètement différente. N'oubliez pas quand même que l'idée, c'est qu'il faut absolument que cette Europe s'appuie sur les individus, sur les personnes sensibles, et pas sur un être humain européen fantasmé. Merci de votre attention. Mesdames et messieurs, je pense que notre table ronde d'aujourd'hui a été une des plus intéressantes et pleine d'analyses intellectuelles avec connaissance. Et je remercie profondément notre trois intervenants.